Avant de commencer cette vidéo, je te rappelle que tu as tous les liens à ta disposition juste ici, avec Medium, Twitter, Patreon et Noster. Et juste ici, j'ai concocté spécialement pour toi 3 playlists dans lesquelles je regroupe mes propres vidéos sur les 3 principaux axes, ainsi que d'autres playlists qui pourraient t'intéresser. Salut à toi, cher humain, et aujourd'hui je vais te parler de cet homme, de sa strat, de son approche vis-à-vis de Bitcoin. Je vais commencer par sa stratégie, son Infinite Money Glitch. Quelles sont les conséquences, quels sont les risques aussi, les avantages, et comment tu pourrais reproduire la stratégie à ton échelle. Et avant toute chose, j'aimerais te parler de son parcours, de son histoire, à Michael Saylor, qu'il est né en 1965 à Lincoln, aux États-Unis, et il est connu donc pour son rôle de fondateur et PDG de MicroStrategy, ainsi que pour son plaidoyer en faveur de Bitcoin. Maintenant, il est très connu pour ça. Tous les memes qui tournent à son propos sur Twitter, sur YouTube, partout. Donc Saylor a grandi dans une famille de militaires, ce qui l'a exposé aussi à une éducation stricte et un mode de vie structuré. On peut le voir maintenant au niveau des résultats. Il s'est rapidement démarqué par son appétit pour les sciences. Il a excellé dans ses études, en particulier en mathématiques et en sciences. Ça a sûrement aidé, ça l'a aidé, je pense, à reconnaître la valeur de BTC. Bon, on peut aussi être un L et reconnaître la valeur de BTC. Perso, j'étais nul en sciences, mais ça c'est une autre histoire. Donc sa passion pour la technologie et l'ingénierie s'est révélée donc assez tôt, nourrie par son intérêt pour aussi la conquête spatiale et les innovations technologiques dans les années 70. Il a obtenu une bourse pour étudier au Massachusetts Institute of Technology, le MIT, l'une des institutions les plus prestigieuses au monde d'ailleurs. Et il a étudié l'ingénierie aéronautique et astronautique, obtenant un diplôme en 87. Avec Sanju Bansal, un camarade du MIT, Saylor a cofondé MicroStrategy. L'entreprise s'est concentrée sur l'analyse des données et les logiciels de business intelligence, anticipant donc la montée en puissance de la gestion des données dans les entreprises. Donc c'est sous sa direction que MicroStrategy est devenue une société cotée en bourse en 1998 avec une capitalisation atteignant 11 milliards de dollars au sommet de la bulle technologique. Mais en 2000, il a connu des difficultés. Cependant, il a réussi à survivre à cette crise et en réorientant la société, en consolidant son rôle dans l'analyse des données et en adaptant ses stratégies au marché. Et en 2020, Saylor a découvert Bitcoin comme réserve de valeur face à la dévaluation du dollar américain, et pas que, on peut dire plus largement face aux monnaies fiduciaires. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec sa stratégie. Il avait publié il y a quelques temps ceci. À ce moment-là, il détenait 252 220 bitcoins, mais depuis, il n'a rien lâché. Mais je vais expliquer en gros ceci. Il faut savoir qu'en termes de performance, depuis 2020, on est encore plus haut que Nvidia, que largement Apple, tout ça. On est à 1620%, donc là, ça a été publié en octobre. Et donc là, je pense que c'est peut-être même supérieur en fait. Depuis qu'il a adopté sa fameuse stratégie, il est parti loin, quoi. Donc il utilise en gros des capitaux empruntés et des émissions d'actions pour acheter du Bitcoin et l'ajouter à son bilan. La société fonctionne comme un pari à effet de levier sur BTC. En empruntant et en investissant dans Bitcoin, l'entreprise amplifie ses gains potentiels lorsque Bitcoin augmente. Jusqu'à présent, cela a fonctionné, la preuve. Donc Michael Saylor continue d'utiliser la hausse du prix de l'action de MicroStrategy, donc le MSTR, on dit, je crois, pour émettre des obligations convertibles ou vendre des actions, ce qui génère donc du capital supplémentaire pour acheter davantage de Bitcoin. Donc on pourrait qualifier ça d'effet de roue inertielle ou flywheel effect. C'est un cercle vertueux qui se crée grâce à la stratégie suivante. Donc 1. Emprunt ou émission d'actions pour acheter du Bitcoin. 2. Achat de Bitcoin, ce qui réduit l'offre disponible sur le marché et pousse potentiellement aussi son prix à la hausse, vu que c'est pas quelques dollars. 3. Augmentation de la valeur des actifs détenus par MicroStrategy, donc en l'occurrence là c'est Bitcoin, et de sa capitalisation boursière. 4. Les indices boursiers qui suivent la capitalisation doivent acheter plus d'actions MSTR. 5. La demande accrue pour les actions MSTR augmente leur prix. Et finalement, 6. MicroStrategy peut émettre de nouvelles actions à un prix premium pour acheter encore plus de Bitcoin. Et là, retour à la case départ, retour à emprunt ou émission d'actions pour acheter plus de Bitcoin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que MicroStrategy est perçu comme une manière indirecte pour les investisseurs traditionnels d'obtenir une exposition
au Bitcoin, donc sans avoir à gérer directement l'actif. Et cette perception renforce donc l'intérêt pour l'action de la société. Parce que effectivement, certaines entreprises ou certains gestionnaires de fonds eh bien, ne sont pas autorisés parfois à acheter du BTC, donc ils se disent comment faire pour avoir une exposition, un semblant d'exposition à BTC. On va acheter l'action de MicroStrategy, en gros. Donc l'action, après ça, surperforme souvent Bitcoin. Donc si par exemple Bitcoin augmente de 10%, je crois qu'on est à 15% pour l'action. Bon, après c'est une moyenne, hein, mais voilà. Grâce à cet engouement et ce monetary premium, donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est le prix supérieur à la valeur intrinsèque basé sur le Bitcoin détenu. Et on peut penser effectivement à l'IMO. L'IMO, eh bien, un monetary premium assez haut. Pourquoi? Parce que c'est devenu un véhicule d'investissement pour protéger la valeur de son patrimoine, ou éventuellement faire des plus-values, faire des montages financiers, etc., etc. Donc on est loin en fait de sa valeur intrinsèque qui est se loger. Mais bon, ça, si tu as vu mes dernières vidéos sur le sujet, tu comprendras. Donc tout cela motive la société à continuer à accumuler du BTC. Pourquoi sa stratégie fonctionne? Eh bien, les investisseurs sont prêts à payer une sorte de prime pour l'action MSTA, car elle offre une exposition simplifiée et amplifiée à Bitcoin. Donc la stratégie repose sur la conviction que Bitcoin continuera à s'apprécier à long terme. Donc c'est devenu, il faut le savoir quand même, l'actif le plus rare au monde si on se base sur le ratio stock to flow et sur l'offre limitée programmée dans le protocole. Donc 20 999 980, donc même pas 21 millions d'ailleurs. Donc en vendant ses actions au-dessus de la valeur Bitcoin d'origine, la société peut accumuler plus de Bitcoin qu'elle ne dilue les actions. Maintenant, voyons les diverses conséquences. MicroStrategy est perçu comme une manière indirecte donc, pour les investisseurs traditionnels d'obtenir une exposition en Bitcoin. Donc ça pousse en quelque sorte tous ces acteurs de la TradeFi, Traditional Finance, de tout simplement avoir une exposition, quoi. Ils surperforment souvent Bitcoin grâce à tout cet engouement et c'est dû notamment aussi à la plus faible capitalisation parce que Bitcoin maintenant on est à 2000 milliards à peu près, on n'est pas à 2000 milliards sur l'action de MicroStrategy et c'est aussi le type d'investisseur, c'est pas quelqu'un qui va DCA $100, $500, $1000 par mois, c'est des millions et des millions et des millions quoi, en général. Les gestionnaires d'actifs, gestionnaires de fonds d'investissement, c'est beaucoup. Et ces stratégies donc, incitent d'autres entreprises à imiter son modèle, créant ainsi un effet, on pourrait dire, boule de neige, qui pourrait accélérer l'adoption institutionnelle de Bitcoin. Une sorte de cheval de Troie en quelque sorte. Donc en intégrant les grands indices comme le S&P 500, là c'est 14 milliards minimum, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, en fait il n'est pas dans le S&P parce que ça demande aussi de fournir disons d'autres données, voilà, une sorte de processus de vérification. Donc c'est pas simplement la capitalisation. Et donc finalement des millions d'Américains obtiendraient, j'ai mis obtiendront, mais voilà, une exposition indirecte à BTC via leurs investissements en actions traditionnelles. Et oui. Sinon les risques et les avantages, parce qu'on parle quand même d'effet de levier, le modèle financier de MicroStrategy amplifie les mouvements. Voyons voir maintenant les risques et les avantages de cette stratégie, parce que oui, on parle quand même d'effet de levier massif. Le modèle financier de l'entreprise donc amplifie les mouvements du prix de Bitcoin. Une augmentation de 1% de Bitcoin entraîne souvent une hausse de 2% de la capitalisation boursière de MicroStrategy grâce à l'utilisation d'un levier financier. Oui, je disais 1,5, voilà, ça peut être 1,8 ou un peu moins, ça reste approximatif. Donc certains investisseurs institutionnels ou étrangers qui ne peuvent pas, comme je disais, acheter du Bitcoin ou de d'ETF Bitcoin, directement peuvent investir dans l'action, ce qui rend cet actif accessible par une simple transaction boursière. Donc contrairement au Bitcoin aussi, posséder des actions de l'entreprise ne nécessite pas de s'occuper du stockage à froid ou des complexités de la garde des crypto-monnaies, avec self-custody, avec la clé privée, tout ça. Il y a aussi cet aspect-là qui peut freiner. Donc l'entreprise est plus volatile que Bitcoin en raison de son modèle basé sur l'effet de levier et son exposition aux fluctuations du marché. La stratégie finalement repose sur l'endettement et des cycles de rétroaction qui amplifient les mouvements du marché. Cela pourrait aussi entraîner des pertes importantes si BTC en bear market se met à fortement crash et ce serait peut-être même le prochain catalyseur du bear market.
s'il y a une cascade de liquidation. Bon, je pense pas, parce que là on est à peu près 100 milliards de capi, donc avec l'action. Là, la capitalisation en Bitcoin, elle est à peu près de 30 milliards et la dette est à peu près à 10 milliards. Donc ça va. Certes, c'est leveraged, mais c'est pas méga leveraged. Il y a de la marge encore. On verra bien. En tout cas. Ça, c'est l'action price. En 2001, on voit que ça a bien pump, mais au final, avec les difficultés et tout ça, ça a fini par range pendant 2 décennies à peu près. Et à partir de 2020, l'action a repris des couleurs et maintenant, actuellement, on est à quasiment 400 $. On n'est pas à 235. Là, ça date du 25 octobre. Et là, on est en bien plus haut. Et peut-être qu'on atteindra les 500 $, 600 $. Enfin, je sais pas jusqu'où ça va aller. Mais attention, on va peut-être on s'attend, je pense, quand même à une bonne correction à un moment donné. Parce que ça peut pas continuer comme ça indéfiniment. Donc, comment reproduire cette strat à plus petite échelle? Et oui, parce que ça reste très intéressant. Notre financial advice, s'il y a un certain Billy qui regarde, voilà, comme ça c'est clair. Je ne donne pas de conseils en investissement, mais c'est intéressant d'avoir une idée. Donc on peut utiliser des equity, donc ça c'est sa strat pour résumer, donc il utilise des equity convertible notes, donc des instruments de dette convertibles. Donc ça offre des taux d'intérêt très bas grâce à l'utilisation des actions en garantie. Donc par exemple, on peut avoir un taux d'intérêt de 0,8 à 1,76, bien inférieur au taux habituel d'ailleurs. Et mathématiquement, ça donne quoi? Donc toute la dette est à 1,76%. Dette totale, ça fait 3,9 milliards, admettons. Eh bien, le coût annuel des intérêts, 68 millions, parce que c'est 1,76% de 3,9 milliards. Le retour sur investissement de Bitcoin, là, c'est 5 dernières années, c'était 55% en moyenne, annuellement. Donc le résultat, ça donne 53,2% par an. On soustrait 55 et par 1,76. Donc voilà en gros ça strat ce que ça donne, quoi. Et nous, à notre échelle, eh bien, il s'agirait soit d'emprunter dans une monnaie... Enfin, c'est ça l'idée, c'est d'emprunter une monnaie faible pour acheter des actifs solides comme Bitcoin. Donc c'est en quelque sorte short les monnaies fiduciaires, shorting fiat, comme j'ai dit. On peut par exemple avec un prêt hypothécaire, au lieu de rembourser rapidement, utiliser ces fonds pour investir dans des actifs plus performants, en l'occurrence BTC. C'est pour ça que parfois quand j'entends des montages financiers sur encore une fois 20 ans, 25 ans, avec des taux d'intérêt faramineux, eh bien pourquoi ne pas détenir un actif qui est plus performant et qui permettra en fait potentiellement d'obtenir cet autre bien qu'on souhaitait. C'est un autre sujet encore une fois, mais je trouve que mathématiquement ça fait sens. Emprunter donc sur la valeur nette du bien IMO, et bien la valeur nette pour pas être trop sous levier. Utiliser des prêts à la consommation ou d'autres lignes de crédit, ça aussi c'est possible. Encore une fois, il faut faire gaffe si on s'y met, mais ça peut le faire. Utiliser la création de boîtes ou de micro-entreprises pour faire un effet levier aussi, auprès d'une institution, d'une entité spécifique, en mesure d'allouer des fonds, etc. Ça peut se faire. S'assurer aussi que le rendement attendu, par exemple 55% en moyenne annuellement pour BTC, dépasse les coûts du service de la dette. Par exemple, si on est sur un bon gros prêt à la consommation à je sais pas combien, si c'est 8 à 12%, faut prendre en compte. Et bien sûr, protéger son exposition en garantissant un flux de liquidité suffisant pour couvrir les remboursements, si c'est mensuel en général. Aussi, traque le NAV, le Net Asset Value. Donc si par exemple, pour faire simple, tu détiens 100 000 euros d'actifs et que tu es endetté de 50%, donc 50 000 euros, ça fait que tu détiens, ton Net Asset Value, il est de 50 000 au moment donné, quoi. Et aussi la liquidité du folio. Si sur les 100 000 euros, tu as 10 000 euros, donc 10% qui est illiquide, faut tenir compte de ces aspects-là aussi. Et faut voir si en bear market, voire autour du bottom, potentiellement dernier trimestre de 2026, c'est pas plus intéressant de faire ce genre de montage financier.
Voilà, plutôt que maintenant ou dans un mois ou deux, quoi. Si le BTC est à 110, 120, 150 ou je ne sais combien, voilà. À moins d'avoir, encore une fois, beaucoup de flux de liquidité et tout ça, et être toujours large, pas être super leveraged. Voilà, faut tenir compte de ces aspects-là, quand même. On joue, c'est un jeu, mais c'est pas un jeu non plus. Ça, pour se rendre compte aussi de la puissance d'Action, c'est que elle a été diluée. Maintenant, on est à 222 millions, donc en l'espace de 4-5 ans, on a doublé. Mais ce qui est dingue, c'est que la CAPI a augmenté aussi. Donc les personnes ne se sont... En fait, il y a eu une dilution, mais il n'y a pas eu de répercussion sur le prix de l'action. Au contraire, l'action, en fait, elle a continué de grimper massivement. Alors que dans le cas d'Apple, on a quand même une CAPI qui a augmenté et un prix de l'action qui a augmenté. Mais c'est parce que aussi le nombre d'actions a diminué. Là, il n'y a pas eu de dilution, au contraire. Il y a eu une diminution du nombre d'actions. Donc ça a dû aider aussi. Et Pfizer, par exemple, là c'est le contraire. L'action de Pfizer, elle a bien plongé quand même. Et est-ce que ce serait pas à cause de la dilution du nombre d'actions? Peut-être. Lynn aussi, je voulais te montrer son tweet entre guillemets, parce que c'est sur Nostr. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ma vidéo sur ce réseau social, qui est très Bitcoin friendly, qui est superbe, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. En haut à droite, tu pourras cliquer si tu souhaites. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'en gros, elle est assez étonnée, même beaucoup étonnée, qu'il n'y ait pas plus d'entreprises publiques qui a adopté la stratégie en fait de MicroStrategy. Pour elle, ça reste curieux. Mais le truc qu'il faut savoir, donc déjà, ça date de quelques semaines, ça fait un petit moment. Et récemment, Saylor a publié ceci. Au final, il y a quand même 60 entreprises publiques qui détiennent déjà du BTC. Donc là, tout en haut, on a MicroStrategy, et après, on a quand même Marathon Digital. On a quand même des porteurs, assez gros porteurs. 5 chiffres de BTC, c'est pas rien. Bon, après, tout en bas, il y a des plus petits porteurs. Mais ça reste considérable. C'est-à-dire qu'il y a quand même une exposition, quoi. Et toi, finalement, que penses-tu de tout ça? Est-ce que tu penses que tu vas faire un prêt à la consommation là, dans la semaine et faire all-in? Ou c'est comment? Dis-moi ta stratégie pour accumuler du Bitcoin. Je te laisse avec ces 4 tweets. Alors, le premier, voilà, je le traduis pas. J'espère que tu comprendras. Celui-ci, en général, ils me font rire. Voilà. Est-ce que Saylor a trouvé le Infinite Money Glitch, le bug dans la matrice pour accumuler à l'infini du BTC? Et le dernier, mon préféré. Est-ce qu'on serait pas en train de vivre en fait une sorte de jeu des chaises musicales? Donc en gros, la musique elle tourne, ouais, tout le monde est là, ouais, on s'amuse, c'est trop bien. Mais le jour où la musique s'arrête, si t'as pas ta petite chaise, voilà, t'es pas très bien. Et il se trouve que Saylor, lui, il s'est dit quoi? Je vais choper le plus de chaises possible, comme ça quand la musique s'arrête, eh ben moi je rigolerai bien. Et les autres, je sais pas. People that use fiat currency as a store of value, we call them poor. We call them poor. People that use fiat currency, we call them poor. We call them poor. We call them poor. We call them poor. There's a name for them. We call them poor. We call them poor. Okay? Right? Like, the point is, if you have the superior asset, it's going up forever, Laura. Forever. Right, I mean, right, but I mean, we can all look Bitcoin sort of as Forever, Laura.